à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Art et les Manières. Pour vous rappeler un petit peu, moi je m'appelle Lucia Passaniti, je suis actrice entre autres et j'avais envie de créer un espace où on pourrait parler de la vie d'artiste et de tout ce que ça comporte en réalité, c'est-à-dire aussi les angoisses, les galères financières, les moments aussi où ça se passe trop bien, enfin bref, tout le bordel que c'est que d'être un artiste. Et parce que je trouve que ça fait du bien de se rendre compte qu'on vit tous un peu les mêmes choses. Et aujourd'hui pour ça je suis avec Isabelle Candelier. Bonjour. Que je suis trop heureuse d'avoir parce que bon, on va tourner ensemble et on s'aime beaucoup. Oui. Je confirme. C'est plaisir. Ça me touche beaucoup, ouais. Oui, je suis trop contente. T'as grandi dans le sud de la France. Oui. De parents techniquement pas artistes, mais un peu artistes quand même, puisque ton père a toujours... Oui, aimé la chanson, le chant, la scène, tout ça, mais t'es professeur d'espagnol, Ouais. donc pas du tout... Ouais, mais il t'a transmis l'amour... Oui, sûrement. Non, ouais. La fantaisie, sûrement, ouais. m'a transmis. T'as fait le conservatoire de Montpellier. Oui. À 20 ans, t'es montée à Paris pour faire la classe libre. Tout à fait. Un peu dans les belles années, en plus, j'ai l'impression de la classe libre. Ouais. Grâce à la classe libre, tu t'es retrouvée à faire la Savetière prodigieuse. Oui. En même temps que la Savetière prodigieuse, t'as fait le Conservatoire national. Voilà, je suis entrée au conservatoire pendant que j'étais en train de jouer la Savetière, en gros. Ouais. C'est classe. C'est un peu classe, c'est j'avoue. très classe. Donc, t'es rentrée tout de suite par la grande porte du stade public, pour le coup, d'une manière très... Oui, c'est vrai. Très... En tout cas, moi, je trouve ça trop fort. On t'a même proposé de rentrer au français à un moment. Oui. Et t'as dit non? J'ai dit non parce que je pense que le français était un peu différent à l'époque. Tu pouvais pas tourner tellement. Ouais. C'était vraiment, tu rentrais un peu en religion. J'étais avec Jean-Pierre Vincent, qui était mon prof de 3e année, qui me proposait les Fourberies de Scapin à la cour d'honneur, etc. Et j'avais 2 projets derrière de théâtre, donc j'avais des choses. Et Jean-Pierre me disait, ne rentre pas là-bas, c'est le sommet du crocodile, ils sont tous comme ça et tout ça. Et j'étais entourée dans ma vie amoureuse, ma vie à côté. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Donc, je n'ai pas regretté parce que j'ai eu la vie après d'actrice que j'ai eue, mais ça m'a quand même un petit peu... Voilà, parce que j'aime quand même le répertoire, j'adore cette idée de troupe, les costumes sont magnifiques, les metteurs en scène sont géniaux, voilà. Ouais. Mais à l'époque, c'était un petit peu différent. Je pense qu'il y avait moins de liberté. Oui, aujourd'hui, je sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui, mais tu crois qu'aujourd'hui, ça pourrait encore arriver? Oui, je vois Pauline Clément, par exemple, elle a une vraie... Les hommes, c'est pas nouveau. Oui. Denis Podalides ou Michel Villermoz, ils ont toujours fait les deux, théâtre, cinéma. Mais comme moi, je commençais un peu à tourner, et puis... Oui, t'as eu peur que ça te coupe de certaines opportunités. Oui, voilà. Et puis en fait, j'ai pas su dire non à Jean-Pierre Vincent, qui m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Viens avec moi à la cour d'honneur. Et puis c'est vrai que j'avais d'autres projets derrière. Et c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Ah, donc t'as joué à la cour d'honneur, le Palais des Papes. 2 fois. Ah mais oui, il y a une fois où t'as joué avec Jean-Marc Barr là-bas, non? Tout à fait. Oui, il m'avait raconté, Jean-Marc, qu'il arrivait sur des chevaux. Ouais. Mais c'est ça qu'il m'avait raconté. Et après, j'avais fait le lien avec toi qui m'avait parlé de ça. Je me suis dit, putain, mais ils ont joué. Qui m'était fait écraser par un cheval. Non. J'avais fait le lien. T'as rencontré Denis Podalides. Vous avez tourné un court-métrage ensemble, qui a eu le César du meilleur court-métrage. Ça a été le début de votre grande collaboration qui te suit quand même encore, j'ai l'impression. Avec Denis et Bruno, t'as coécrit André le Magnifique, dans lequel tu as joué aussi. Oui, coécrit, commis en scène. C'était une création collective quand même. On a réussi à faire à 5 une création collective. Et vous n'êtes pas entretués? Non, pas du tout. Incroyable. On avait le mojo. On était dedans et en fait, on avait un petit carnet qu'on accrochait dès qu'on sortait de scène. On prenait des notes. Ouais. Et Denis Podalides avait fait la création. Parce qu'il est rentré au français, donc il n'a pas pu faire la suite. Et donc, l'acteur qui l'a remplacé, qui est Jean-Luc Porras, on l'a un peu embêté quand même, parce on avait une vraie exigence. C'était pas une écriture. La pièce tenait beaucoup sur les personnages, la sincérité des personnages. C'était une comédie, mais il fallait qu'on soit absolument sincère. Et ma bonne femme Janine, qui avait l'accent du Sud, des gros seins, je me mettais du blanc, je jouais déjà une vieille dame. Bref. Et elle aurait pu jouer Eunon, quoi. J'aurais pu la mettre dans une tragédie. Donc, on avait cette espèce d'exigence-là, qui, je pense, faisait la qualité du spectacle, mais du coup, on lâchait rien, jamais, quoi. Donc, c'était un peu éprouvant, des fois, pour... Quelqu'un qui arrive comme ça en cours de... Oui, voilà. Oui, on l'embêtait pour faire des italiennes le dimanche, alors qu'il était avec sa famille. On arrivait tous, coucou, même pas les italiennes. Je vois. Bon, moi, je suis très partisane des italiennes un peu tout le temps, donc je veux pas, mais oui, je vois.
T'as eu le Molière de la révélation féminine pour ce spectacle. J'avais déjà 35 ans, 36 ans. Donc waouh. J'ai été révélée sur le tard. Non, mais c'était, voilà, on appelait ça comme ça. Ouais, j'ai eu le Molière, ça, c'était chouette. C'est cool. Ouais. Et après tout ça, t'as rencontré l'homme avec qui tu partages ta vie encore aujourd'hui. Tout à fait. Qui a marqué un autre tournant encore dans ta vie. Un grand tournant, ouais. Un bon tournant. T'as osé partir à Los Angeles et monter une famille. J'ai l'impression que ça, c'est un truc qu'on n'ose pas trop faire en tant que femme dans ce métier. Oui, c'est en fait dans ma vie, j'avais plusieurs raisons qui faisaient que on ne pouvait pas créer une famille. Et du coup, quand ça a été possible, j'ai carrément, j'ai dit écoute, c'est possible quoi. Je me sentais vraiment enfermée. J'ai relu mes petits papiers que j'écrivais après la thérapie. Ouais. Je les ai relus, mais 20 ans après, en vidant la maison de mes parents. Un petit peu avant, quand même. Et je me disais, mais j'étais enfermée, c'est affreux, quoi. Et quand on est une femme qu'on a... Bon, c'était pas de mon ressort. Moi, je pouvais en avoir, mais mon compagnon, non. Et c'est très dur pour une femme, ça. Quand tu fais des stimulations, t'as 22 ovocytes, t'en as, mais... Et il n'y a rien chez l'autre partenaire. C'est des choix, c'est des choses. Et voilà, je pense que ça a un petit peu... Oui, ça a fait que ça, au final, voilà. Mais de façon souterraine, hein, c'est pas quelque chose. Je te quitte, tu peux pas. Mais tu peux pas faire d'enfant, Non, voilà. Et donc du coup, c'était quelque chose qui m'était vraiment, compliqué. Sinon, après, on avait commencé l'adoption, etc. Et du coup, quand je me suis dit c'est possible, alors là, j'y étais, mais j'y étais quoi. On dit la charrue avant les bœufs, là, la charrue a été très très loin. Ouais. T'as pas du tout douté, t'as foncé dans le... J'ai foncé, voilà. Alors ça, après, ça a un mythe fondateur. On ne se connaît pas, c'est une autre culture, c'est donc aux États-Unis, à Los Angeles. C'est chaud, c'est chaud. Oui. J'avais presque 40 ans, donc au début, je regardais Ratatouille et je pleurais un peu. Ouais. Je voyais les toits de Paris avec l'accordéon, Talia, 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 Talia. J'étais là, tu vois. Vraiment. Je pensais que j'irais plus à Paris. Enfin, tu m'étais un peu dit, je vais... Non, c'est moi qui parle, j'arrête pas de parler. Mais non, mais parle, t'es là pour ça. Hein. je me disais, bon, voilà, t'as eu une belle carrière d'actrice et tout ça, maintenant tu vas faire une famille, c'est pas grave si tu bosses plus. Ouais. Et en fait, non. Oui, t'as quand même réussi à faire ta vie d'actrice. Oui, et puis je pouvais pas faire autrement. Oui. En fait. Ouais. Oui. Je me sentais un peu... comme un goéland, tu vois, sur le sol. Je savais pas trop faire quoi d'autre. Et puis voilà. Puis aux États-Unis, les mamans, c'est des super mamans. Oui. Et toi, tu te dis, je ne sais pas du tout comme ça. Je suis une super maman autrement, mais t'es pas... je n'organise pas la tombola, le truc, le bidule. Je suis pas hyper... Ouais. Ma vie, c'est pas mes enfants, quoi. Oui. C'est pas que mes enfants, en tout cas. Tu te sens chez toi, là-bas ? Alors... il y a un bout de moi qui est là-bas quand même maintenant. Ça a mis du temps, beaucoup de temps, parce qu'au début j'étais en résistance. Je pense que quand tu veux pas vraiment, en fait, je voulais faire cette famille, j'ai suivi l'homme que j'aimais, mais au fond de moi, j'avais pas du tout envie de quitter mes amis, mon métier, ma culture, mon pays. Ouais. Et Los Angeles, c'est très particulier. C'est pas New York. Oui, c'est une ville en plus, je crois, où tu dois tout faire en voiture. Voilà. Moi, je partais avec mon petit sac. Le long de Pico Boulevard pour essayer de trouver des magasins. Puis là, tu fais, ah non, là, il y a un magasin de pneus, là, il y a une laverie, là, il n'y a rien pendant... Et tes piétons te regardent, qu'est-ce qu'elle fait, celle-là, à marcher avec son petit sac. Donc après, j'ai compris comment ça marchait. Et c'est une ville, c'est un peu un menu à la carte. Donc en fait, tu arrives à te faire ta vie, surtout tu rencontres des gens. Oui. Tu te crées, des relations humaines et de l'amour. Et le plus important, c'est ça. Et puis, c'est quand même une ville qui a beaucoup de charme et une vie qui peut être très agréable. Voilà, mais je suis profondément française et je le resterai toute ma vie. Et je suis bien à Paris et j'adore Paris. Oui, tu lâcherais pas l'un pour l'autre et and vice versa. Et voilà. Normalement, je commence plutôt par cette question-là. C'est comment tu vas aujourd'hui ? Écoute, aujourd'hui, je vais bien parce que j'ai mon anniversaire il n'y a pas très longtemps. Que j'ai oublié de te souhaiter. Oui, mais je vais y aller d'ailleurs. Et je suis allée voir une énergiseuse. J'avais pas trop... Je voulais un massage shiatsu. Je suis comédienne. Massage shiatsu, massage shiatsu. Massage shiatsu. C'est vrai que c'est dur. Les aranzu. Et en fait, c'était un truc carrément sur le travail de l'énergie.
Trop bien. Et en fait, ça m'a fait un bien fou parce que ça fait très longtemps que j'ai pas été voir quelqu'un, voilà, pour travailler un peu sur moi, tout ça. Et là, ça a été vraiment un temps que je voulais prendre pour moi. Et elle m'a alors en anglais on dit reboot. Elle m'a reset, tu vois. T'as remis à zéro. Et elle m'a dit occupe-toi de toi parce que je suis aussi dans le sud de la France où il y a ma maman qui est un peu qui vieillit beaucoup, Los Angeles, et puis Paris où j'ai un appartement où j'ai mes amis, mon métier, etc. Donc j'ai décidé de m'occuper de moi. Bravo. Alléluia. Alléluia. Donc je fais du sport, j'essaie de bien manger, j'essaie de régler les choses que je dois régler. Voilà. M'occuper de moi, c'est aussi prendre à bras le corps des trucs qui te paraissent une montagne. Oui, que t'as pas envie de regarder, que t'as pas envie de faire. Voilà, telle administration, tel truc que tu repousses tout le temps. La seule chose que je ne fais pas, c'est de m'occuper de moi en tant que comédienne. Là, je dois refaire les photos, mon reel, mes photos. Voilà, mon agent américain qui me dit mais voilà, tel photographe, faut trouver un look avec une chemise un peu d'homme, un peu à la Diane Keaton, puis une autre photo avec un peu quelque chose de plus costume. C'est hyper précis ce qu'il te dit. Ah oui, alors qu'en France, on n'est pas aussi précis que ça, je trouve. Non plus, je me dis, bon, peut-être quelque chose d'un peu plus masculin, féminin, un peu genre la jeune grand-mère, tu vois. Ce que tu as très envie de faire, j'imagine. Si, parce que je pourrais être grand-mère. Et voilà, mais ça vient. Si on peut revenir un peu sur les débuts, est-ce que tu peux nous raconter tes premiers amours avec le cinéma et le théâtre ? Tu veux dire ce qui m'a créé ou là où j'ai ressenti ? En fait, les premières fois où... disons, il y a une chose quand même qui est assez étonnante. Alors, il y a pas mal de gens qui ont vécu ça. C'est que dans mon enfance, j'étais une petite fille plutôt timide, très maigre, voilà. Et j'ai souvenir, peut-être au CM1, CE2, CM1, à toutes les récréations, je faisais le clown. C'est-à-dire que tout le monde allait chercher un banc, se mettait autour de moi, mais je me dis, je n'ai pas rêvé, ça a vraiment existé. Et je me mettais au milieu et je faisais tout ce que je savais faire. Alors, j'étais hyper laxe, alors je faisais le grand écart en sautant, en courant, je racontais des blagues de Toto, les trucs de base. Oui, mais qui devait être très drôle avec toi, parce que t'es tellement drôle. Oui, merci. Mais c'est vrai. Mais c'était genre, j'ai mis du sucre dans mon... C'était de la farine, poids... Bon, des trucs un peu comme ça. Donc, j'ai quand même eu toujours ce besoin d'être en représentation, ou de faire rire, ou d'être au centre de quelque chose, en tout cas. Et qu'on me regarde. Enfin, je dis pas que je fais ce métier pour qu'on me regarde, mais il y avait un besoin de transcender quelque chose, ou de faire rire. Après, il y a eu Philippe Cobert. Alors, je sais qu'il n'est pas tellement... Voilà. En ce moment, c'est en mode de sainteté. Enfin, bref, il a des gros problèmes. Et c'est assez terrible. Oui. Mais c'est vrai que comment ça s'appelait ? Mon Dieu, Philippe Cobert, c'était sa première pièce, son seul en scène. La vie de ma mère. Je dis n'importe quoi. Bon, pardon, je sais c'est mon premier... En anglais, on dit brain fart. Ok. Voilà. C'est la chaleur. La chaleur, ça n'aide pas. Je précise qu'il fait chaud aujourd'hui. Oui, c'est la canicule. On est en juillet, donc j'ai pris le métro. Bon, ça me reviendra. Voilà, un acteur seul sur scène avec 3 accessoires et de l'émotion, du rire, et à la fin, des larmes. Enfin, voilà. Donc, c'est ça. Et puis après, à Montpellier, non, c'était à Paris, quand je suis arrivée à Paris, Télérama donnait des... Je sais pas si je pense que ça n'existe plus. Ouais. Il y avait des coupons. Ah waouh. On pouvait aller voir des spectacles. Donc en fait, on découpait les trucs. Si on appelait à temps, on faisait la queue. Oh, c'est trop bien. Donc il y avait plein de spectacles gratuits et j'ai découvert Dominique Valadier. Enfin des choses. Le grand choc, c'était Herculine Barbin, Dominique Valadier, je crois. Ouais. C'est un truc. Elle était seule en scène. Elle jouait une hermaphrodite, et elle commence, elle est en larmes, elle a le nez qui... Il y a une telle intensité. D'ailleurs, j'ai emmené un amoureux qui tenait un restaurant. Ouais. C'était mon patron. Hein. Bon, il était jeune. Hein. Et j'étais jeune, on va dire.
Et pour lui, le théâtre, c'était... un truc auquel il n'avait pas... C'était au théâtre ce soir, c'était, voilà. Il a vu ce spectacle. Après, moi, je l'avais déjà vu, donc je l'ai remmené. J'ai dit, tu vas voir. C'était aux Artistiques à Tévin, je crois. Et il était choqué. Et après, il m'a dit, il faut que je marche. Ah, waouh. On a marché dans Paris pendant 1 heure parce que c'était trop il a tellement pris... Ouais. Ah, c'est merveilleux. Ouais, c'est fou. Donc, c'était tellement d'émotions pour lui. Enfin, voilà, donc il y a eu des grands comme ça. Ouais, qui ont été... Et quand est-ce que toi, tu as décidé de devenir actrice ? Alors moi, je pense que donc j'ai toujours eu cet amour du théâtre, dont on m'a dit, mais tu te parlais que de ça. Alors, j'en ai pas le souvenir, parce que j'ai quand même tenté le concours d'orthophonie, n'est-ce pas, à Montpellier. C'est improbable. J'étais en doc de psycho, je passais en licence de psycho tout en étant au conservatoire de Montpellier. Et là, c'est créé un département national, voilà, une école nationale de région. Comme après, ça a fait des petits, mais c'était la première. C'était la toute première. Et là, il fallait prendre une décision, et j'ai dit, allez hop, oui, c'est parti. je fais ça, et l'année d'après, je montais à Paris, comme on disait à l'époque. Ouais. Et t'as quand même commencé par te dire, bon, je fais une école de théâtre, mais je fais de la psycho à côté. Mais en fait, ce que je crois, c'est que d'abord, c'est la non-connaissance. C'est quelque chose qu'on imagine un peu inatteignable. Enfin, on ne sait pas, on aime le théâtre, et ensuite, le manque de confiance. Et en fait, j'ai fait un spectacle amateur, La Belle et la Bête, c'était pas terrible. Hein. Waouh! Mais vraiment pas terrible. Hein. Le gars qui jouait la Bête, il avait un truc en latex partout. Oh, wow. On avait des HF, c'était hyper moderne. Et c'était à la Criée de Marseille, et il y avait un concours pour la compagnie. On avait une programmation à la clé. Et là, l'actrice principale qui jouait la Belle, elle avait 30 ans, Ophélia Théliot, je crois. Ophélie. Et elle m'a dit, mais toi, tu as le profil du conservatoire. Ah. Et en fait, cette femme qui, pour moi, avait une autorité, enfin, c'était l'actrice, le fait qu'elle me regarde et qu'elle me dise ça, c'est comme si on m'avait dit, mais toi, t'as pas habité sur Mars un peu, non? Enfin, je veux dire, c'était un truc improbable, mais n'empêche que son regard m'a autorisée à me dire peut-être que je suis une actrice, ou peut-être que je pourrais passer le conservatoire un jour. Elle t'a donné ta légitimité, quoi. Ouais. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui n'osent pas, ou de jeunes personnes, ou de jeunes acteurs, parce que on n'a pas confiance en soi, en fait. Oui, puis on se dit pourquoi moi j'irais, pourquoi moi plutôt que quelqu'un d'autre, pourquoi... Oui, ou comment faire, ou tout ça, quoi. Donc, mais je pense que ça a été un choix qui a été évident à un moment. Je m'en souviens plus trop, en fait. Ok. Je me rappelle plus. Et quitter le Sud pour Paris, ça t'a fait peur ? Pas du tout. Non. Alors, j'avais un amoureux quand même que j'ai laissé, le pauvre. Il m'a attendu. Je partais que pour 1 an, normalement. Il était dentiste. Et il attend toujours. Voilà, il est plus parmi nous, le pauvre. Pardon. Ouais. Mais on faisait ça quand on tournait ensemble, à rire pour n'importe quoi. Et non, mais je me moque pas de lui. C'est juste que une fois que je suis arrivée là-bas, c'était d'un seul coup t'as ouvert le grand bain, quoi. Je me disais, mais je suis tellement comme un poisson dans l'eau, même si c'est pas évident non plus. J'ai fait la classe libre, mais j'ai été refusée à Chaillot. J'ai pas eu. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été un truc. Oui, il y a eu quand même des difficultés qui se sont présentées. Et t'as fait la classe libre à l'époque. J'ai sauté. T'as fait la classe libre à l'époque de Francis Huster et compagnie, ou... Non, mais c'était spécial parce que c'était la grande époque de Francis Huster. Ouais. Vraiment. Il avait le rond-point et tout ça. Il a fait son premier film, s'appelait On a volé Charlie Spencer. Ouais. Et je me rappelle, il avait le truc comme ça, le viseur qu'ont les chefs-op ou les cadreurs ou les réals quand ils vont faire un film. Et en fait, on était toutes comme ça, parce qu'il y avait une espèce de mini-amphithéâtre chez Florent. Puis il était en bas, quelqu'un passait une scène et lui avait son truc et il se retournait vers nous comme ça. Et on était là. Parce qu'il faisait son casting. Donc après, on était, je sais pas combien, il nous passait des textes. Enfin, c'était un peu... Et je savais tellement pas jouer avec une caméra qu'à un moment, il m'a dit, il était sur moi. Donc moi, c'était mon moment. J'avais une phrase à dire dont je ne me rappelle absolument plus, puisqu'il les distribuait comme ça un peu à tout le monde. Et il me dit, baisse la tête. Et là, j'ai fait... Voilà. Donc te dire, c'était pas Binoche dans Rendez-vous qui tout de suite avait le petit...
Moi, j'ai appris avec la caméra. Ouais. Et il a fait partie de ceux qui t'ont appris la caméra, lui, non? Non, c'est ce jour-là. J'avais une journée de tournage. Non. Et là, c'est rigolo parce que t'as dit, je me souviens plus de la phrase. T'as des phrases comme ça de choses que t'as jouées. Toi qui as fait beaucoup de théâtre, on apprend quand même très différemment, je trouve, les textes de théâtre que de films ou de séries qu'on tourne. On les apprend bien. Il y en a dont tu te souviens? De quoi? Des textes. Genre, est-ce que t'as genre une réplique de La Savetière dont tu pourrais te souvenir? La Savetière, non. Ça reviendrait, je pense. Ouais. Par contre, c'est Phèdre. Ouais. J'avais appris Phèdre. Phèdre, ça, tu sais que tu l'as toujours. Oui, parce que c'est je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Je ne voyais plus rien, je ne pouvais parler, je sentis tout mon corps étranger et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, j'essayais de nanana, j'implorais la délai. Enfin bon, bref, voilà, j'arrête là avant que ça devienne. Merveilleux. Mais c'est magnifique. J'adore, c'est trop beau. Là, je les ai dit comme ça, mais je veux dire, c'est sublime. Phèdre, c'est magnifique. Ouais. Je crois que c'est une des premières pièces qui m'avait fait un coup de waouh. Ok. Le bourgeois gentilhomme, tout ça. Après, c'est des choses que je joue. Le bourgeois gentilhomme, tu l'as joué. Oui, je l'ai joué il y a quelques mois. C'est un peu normal. C'est ton spectacle, finalement. Oui. On va y venir. Non. J'ai dit tout à l'heure, je trouve que tu as vraiment fait une entrée un peu magistrale dans le monde du théâtre et après dans le cinéma aussi. Est-ce que le théâtre ça veut rien dire ce que je suis en train de dire. Est-ce que ça t'est, malgré tout ce qu'on s'est dit là, oui, ça t'est arrivé de douter dès le début ou... Au théâtre? Ouais. Ah ben là, écoute, c'est une bonne question parce que La Savetière prodigieuse, qui a été mon premier spectacle mis en scène par Jacques Nichet, qui ouvrait le centre dramatique des 13 vents à Montpellier. Donc, on monte à Paris et on redescend à Montpellier dans un centre dramatique national. Et en fait, donc j'avais fait une lecture et il me dit tu es la seule à avoir apporté ton livre, tu vois, bon. Et petit voyage initiatique, j'étais allée jusqu'à lui. Un jour, il y avait une grève des métros, tout ça. Enfin, j'avais traversé tout Paris, des buttes Chaumont à Montparnasse, à pied avec mon petit livre. Mais c'est tout. Et je me suis dit, mais en fait, il ne me connaît pas, il ne sait pas que je suis pas du tout bien, je suis pas du tout bonne comédienne. Donc, j'exagère, mais en fait, le jour des répétitions, j'ai vraiment, pour de vrai, souhaité qu'on m'appelle. On me dit, écoute, il y a eu un incendie dans le théâtre. Ça ne se fait plus. Mais vraiment, je l'ai souhaité ardemment. Et j'avais un trac de folie au début. J'avais vraiment en me disant, mais il s'est trompé. Il ne se rend pas compte qu'il s'est trompé. Wow. C'est fou, hein? Ah, waouh. Et puis ça, je pense que ça reste toujours un petit peu. Oui, j'ai te demandé ça. T'as encore le trac, toi? Parce que t'as joué quand même, au Palais des Papes, t'as fait des salles extraordinaires. Oui, mais je pense que, en fait, le trac, d'abord, il vient avec qui on travaille. Si quelqu'un est gentil et doux, nous met en confiance, qu'on sait qu'on peut se tromper, qu'on cherche. Après, c'est vrai, par exemple, de retravailler avec Bruno Podalides, on se connaît, donc on peut essayer des choses. Moi, j'essaye des trucs et il me dit, c'était pas terrible. Oui, mais en plus, vous avez tellement travaillé ensemble depuis toujours que vous avez un rapport de confiance qui fait que vous savez que... Et en fait, si tu es en confiance, tu vas pas avoir un trac... Bon, parfois, le trac fait partie aussi du travail. Tu as des metteurs en scène... Là, j'ai bossé avec Daniel Auteuil sur Le Fil. C'est pas quelqu'un qui te tape sur les genoux alors qu'on se connaît. On avait fait des Faubourg de Scaper ensemble il y a 30 ans, carrément. Plus que ça, non? Oui, 40 ans. Waouh. Ben, j'avais 2 ans. C'est pas compliqué, j'étais très jeune. Je venais de naître. Et donc, et Daniel, c'est pas quelqu'un qui te met à l'aise. Hein. C'est quelqu'un qui te déstabilise un peu, qui te dirige. Et t'es sur le fil, justement. C'est rigolo. Mais ça fait partie de sa façon de travailler et c'est aussi très intéressant. Okay. Oui, parce que ça t'amène ailleurs. Voilà, donc c'est un trac, mais un trac qui participe au travail. C'est pas un trac négatif qui te fout en l'air. Puis là, les Fourberies de Scapin qu'on a repris là à Versailles, on l'avait pas joué depuis 2 ans, on répète 4 jours. Bon. Oui, avant d'y aller, T'as 2 filages, une petite répétition dans un studio, tout ça, et après, on l'a dans les pattes, ça fait des années qu'on le joue, régulièrement. Oui, mais les premières, t'as peur. Voilà, ouais. Et tu retrouves aussi vite un spectacle que tu joues depuis aussi longtemps, même si tu fais une grosse pause. Oui. Tu le retrouves. Ah ouais. Oui, une fois que t'es sur scène et c'est bon, tu le connais. Ça, je crois que c'est une grande chance, et c'est justement ce que les gens du Français
vive, c'est de pouvoir reprendre des rôles, et c'est vraiment des sédiments qui se déposent à notre insu. Et en fait, on réinvente, mais à chaque fois, on se surprend nous-mêmes, tous les acteurs, et on se dit, mais c'est fou, cette phrase, moi, il y a un truc, j'arrive enfin à jouer, que je viens vraiment de comprendre, et que j'arrive à jouer, et c'est comme les poumons quand on respire, et là, on va jusqu'au bronchiole, on va jusqu'au... Il y a toujours, de toute façon, le travail, surtout une langue comme Molière, c'est une vraie langue où on peut trouver toujours... Oui, tu peux toujours on s'approche aussi de plus en plus de ce que lui a écrit ou pourquoi il l'a écrit. Ouais. Est-ce que tu as des moments particulièrement marquants de ta vie d'artiste qui existent plus que d'autres pour toi auxquels tu te... Oui. J'en ai un, le plus marquant, et c'est quand donc à un moment on était 5 acteurs, donc il y avait Michel Villermoz, Denis Podalides, Louis Coudray, Patrick Ligard et moi. Il y avait un autre comédien aussi qui finalement n'est pas resté, n'a pas voulu rester. Et ça faisait déjà quelques années qu'on travaillait avec des personnages. On adorait travailler sur les personnages, donc on avait plein de personnages. Et à un moment, on s'est dit, on va faire un spectacle. Parce qu'on avait envie de faire le théâtre qu'on voulait voir, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, souvent, tu acceptes des choses, mais le metteur en scène n'est pas vraiment, ou le texte, ou tu ne le joues pas. Et donc, c'est Gilbert Fillinger, qui avait à l'époque le théâtre de Bourges, qui nous a dit, moi, je vous fais confiance. La pièce n'était pas écrite, je vous programme. Donc là, on se retrouve programmé à Bourges dans quelques mois. On nous prête le théâtre de Sarlat, gratuitement, 2 mois et demi. Salle super et tout. Et là, on a improvisé. Donc, c'est là qu'on s'est dirigés les uns les autres. On se filmait quand on était tous sur scène. Ok, oui, pour pouvoir y revoir. Voilà, le soir, on rentrait, on avait tous ces kilomètres de films, quoi, enfin de vidéos. Et on arrivait à écrire d'après. Là, tu avais fait un truc bien sur la version 2 ou 3, etc. Donc, vraiment, c'est par impro. C'est les personnages qui ont écrit le texte, en fait. Et des fois, quand je ne savais pas comment réagir à une situation, je me disais, bon, je vais voir ce que Janine va faire. Donc, c'est le personnage qui était un peu comme ça, du chute avec les gros seins et tout ça. Mais elle avait une logique. Bon, il y avait de ma maman, de ma grand-mère, il y avait tout ça de façon inconsciente complètement. Et le jour de la première, et donc on sait, mais on a travaillé comme des dingues. Et le jour de la première, quand tu es comédien, c'est génial, mais quand tu es auteur, et que on était tous à écouter, ça me donne des frissons rien que d'en parler. On écoutait, et on se dit, putain, ils rigolent, ils ont compris. Alors, en fait, on se dit, si on dit ça, ça va être trop... Il faut pas qu'on le dise là, on va peut-être attendre. Et en fait, le fait d'avoir tellement travaillé sur une histoire, je trouve qu'après, maintenant, quand je lis des scénarios, ou même quand j'ai une acuité, c'est un peu comme les gens qui ont un seul partenaire sexuel toute leur vie. Eh ben, c'est pas pour autant qu'ils font pas bien l'amour. Même ils le font mieux que ceux qui en ont 18. Je veux dire, on travaille, c'est pas du travail, c'est une mauvaise comparaison. Non, mais voilà. Et ce sentiment-là, il vaut tout. C'est-à-dire, en fait, au final, quelque chose que tu as créé dans un théâtre, dans un théâtre à Bourges, qui était un beau théâtre et tout ça, hein, je veux dire, mais c'est ce qu'il y avait de plus marquant. Et la soirée des Molières aussi, ça, c'était super. Oui. Et puis peut-être la cour d'honneur quand même. Mais c'était pas, la première fois, c'était pas un bon souvenir tellement. Pourquoi ? Parce que j'ai joué Zerbinette, la fameuse Zerbinette pour laquelle j'ai pas voulu rentrer au Français, qui est quand même un rôle pas non plus, qui arrive qu'à l'acte 3, et c'est un fou rire. Et avec Jean-Pierre Vincent, on s'est raté alors que c'était mon prof, on s'adorait, il m'adorait, j'avais une espèce de légèreté, de pétillance à cet âge-là, d'insouciance. Et là, je me suis retrouvée avec ce rire, je savais pas trop comment le choper. Il m'a fait faire un truc très social. D'ailleurs, Denis Podalides en parle dans son livre sur Molière, où il dit carrément qu'un son est sorti de sa bouche, ce qui n'est pas vrai, parce que je donnais tout à fait le change. Denis, je rattrape un peu. Mais c'était pas du plaisir. Et j'étais assez malheureuse, en fait, sur ce truc-là. Et on l'a tourné pendant 9 mois après. Mais donc, à chaque fois, j'ai toujours essayé. Mais on était dans la pénombre. On m'avait dit, c'est un rire social, un rire vengeur et tout. Alors qu'en fait, c'est qu'un truc technique, en fait. Ouais. Et pendant les 9 mois, pendant les 9 mois, t'as souffert de ce fou rire. Chaque fois, je disais, allez hop, c'est parti. Waouh. Et je veux dire, c'est parti dans le sens, essaye. Et une fois, c'était là, des fois, ça y allait, puis ça partait. Ouais.
Mais c'est vraiment qu'un truc de connexion, parce que en plus, c'est un rire où elle commence et puis après elle repart. Et elle recommence et après ça revient et elle peut plus parler tellement elle rit. Ouais. Et là, la cour d'honneur avec un Mistral, je sais pas combien. Et là, c'est pas facile. Puis en plus, le fou rire, c'est... Et je vois ce moment où parfois tu t'accroches au truc et tu te dis, faut que je continue à rire là. Et t'as mal au ventre et c'est des rôles du répertoire qui ont été écrits parce qu'Armande Béjart riait très facilement et avait un rire communicatif. C'est juste un truc pour que les gens en fassent rire. Voilà, quoi. T'as déjà eu envie d'abandonner ? Jamais. Jamais. J'ai eu la chance quand même de toujours travailler régulièrement. Peut-être en ce moment-là. Non, je rigole, mais bon. J'attends un petit peu qu'il y ait des projets chouettes, quoi, parce que j'ai moins envie de... Bon, ça, c'est une autre question. Mais non, jamais, en fait. Par contre, je m'étais dit, si ça marche pas, j'arrêterai. Voilà. Ok. Je sais pas si je l'aurais fait. Oui. Vraiment. Mais en fait, de toute façon, ça a toujours. Ouais. Toujours c'était ce que j'aimais, ce que je savais. Enfin, j'ai toujours. Et sauf en ce moment, tu doutes. Non, je dis ça parce que, je pourrais partir à la retraite pour appeler un chat un chat. Je ne dois pas être la seule d'ailleurs à me poser. Donc il y a pas mal de... Comme j'étais à l'étranger, je n'avais pas le statut d'intermittent, etc. C'était compliqué. Et c'est rien. Enfin, c'est juste tu as un revenu. Je pourrais avoir un revenu, voilà, qui s'arrête si tu travailles. Mais je me suis... Parce que on vieillit un peu, tout ça. Et c'est une pression, c'est tout ça. Et je me suis dit, mais est-ce que... une part de moi me disait, tiens, si j'arrêtais, j'aurais moins ce truc de me dire, pourquoi je suis pas dans ça, mais pourquoi j'ai pas d'appel, ou les moments où c'est pas les moments où on doute, mais les moments où on a envie de travailler. De toute façon, dès qu'on a fini un projet, on a envie on a déjà envie d'attaquer l'autre, on n'est jamais... Voilà. Non, je rigole quand je dis ça, parce qu'il y a plein de façons d'être un artiste, dont l'écriture, par exemple, et je sais que j'ai envie de... T'écris là en ce moment ? Non, mais je vais. Non, j'ai écrit quelque chose pendant le Covid. Ouais. Que je t'ai jamais envoyé d'ailleurs. Non, tu devais, tu me l'as pas envoyé, envoie-le-moi. Et voilà, j'ai essayé un peu de monter, ça a été compliqué, mais j'ai pris un grand plaisir aussi à... Ouais. Je sais que j'adore ça, voilà. Ok, ça pourrait être une des choses qui... Ouais, c'est dur d'écrire une histoire en fait. C'est très très dur. Les personnages et les personnages et les dialogues, j'adore ça. Je pense, je me débrouille bien. C'est les dialogues, toi, je pense, très fort. Oui, j'aime bien ça, mais une histoire vraiment, j'ai tendance à improviser. Alors sur des petites scénettes, ça peut marcher, mais sur une... Oui. Voilà. Et t'as pas envie de t'allier avec quelqu'un ? Si, je crois. Ouais. T'es quelqu'un d'anxieuse, toi ? Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on est plusieurs personnes au cours de notre vie. Ouais. Et justement, pendant cette période où j'essayais d'avoir un enfant, ça marchait pas, etc., j'étais très protégée par mon ancien compagnon, qui était très protecteur. Et j'avais beaucoup, pas d'anxiété, mais des angoisses. J'avais peur de voyager, j'avais peur de prendre l'avion, j'avais peur de conduire sur l'autoroute. Maintenant, je me régale de conduire. J'emmène mes enfants. On a été au Japon, on a été... donc, je pense que la vie, peut-être en devenant maman ou en choisissant quelqu'un la nouvelle personne dans ma vie n'est pas quelqu'un enfin, il me force finalement à être différente. Et puis, si j'ai envie de voyager, parce que lui, c'est pas trop son truc, je le fais moi. Ouais. Et voilà. Mais j'ai la chance, en fait, je touche du bois. Non, mais j'ai eu des moments où j'avais de l'anxiété un petit peu. Quand j'avais 18-20 ans, j'avais ce qu'on appelait à l'époque la spasmophilie, mais en fait, c'était un peu de l'agoraphobie. Oui. Je me revois, on avait été voir le pape à Rome. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dingue ? Cette histoire, c'est parce qu'en fait, à l'époque, on était partis à Rome pour rien du tout, quoi. Ouais. Et j'avais ma copine qui était dans les trucs œcuméniques et tout ça, de la jeunesse du monde entier. Et pour rien du tout, on avait 10 jours à Rome. Et puis, il y avait un matin, on était dans nos duvets, on dormait chez des bonnes sœurs. Et elle nous avait foutu des coups de pied à aller voir le pape, quoi. Et donc, j'avais été voir le pape avec un mec, quand même, qui se frottait derrière moi. Quand même. Alors, le pape l'a vu, hein. Le pape, tout de suite, a dit, tu arrêtes. Non, c'est pas vrai. Arrête, c'est énorme. C'est Jean-Paul II, quand même. Mais j'ai des souvenirs d'être vraiment agoraphobe, quoi, de me dire, il y a trop de gens. Donc, c'est quand même, il y a des âges, on a
maturité, il y a des choses qui évoluent. Et tu sais comment tu l'as réglé, ça? Tu sais dire à quel moment ça s'est arrêté, ou avec Jean-Paul II ou autrement? Je crois. Il m'a donné la force. Non, je saurais pas dire. Peut-être effectivement quand même en étant maman. Ouais. Je veux pas dire qu'on peut pas régler ça. C'est chacun et c'est oui, différent. Mais toi, ça a été un... Après, j'avais ça aussi quand on jouait tous les soirs. On a joué pendant 1 an, le André le Magnifique. Et je pense qu'il y a quelque chose quand tu joues tous les soirs, il faut avoir bien mangé, il faut avoir bien dormi. T'as pas bien dormi, tu te dis putain, je vais pas ce soir. Enfin voilà, il y a une espèce de petits trucs. Je pense que j'avais ça, où il y a une routine dans quelque chose qui n'est absolument pas la routine, qui est d'être devant 500 personnes. Voilà. Tous les soirs. Oui, donc des fois tu te dis, mais je pense à autre chose. Je dis putain, je suis sur scène, parce que j'avais un moment où je devais tricoter. Voilà. Donc il y avait un peu, il y avait une période d'angoisse à cause de ça, mais je pense que quand tu deviens maman, pour moi en tout cas, t'es obligée de te dire allez hop. Oui, parce qu'il y a des petits êtres qui comptent sur toi, donc il faut... Oui, et puis puis il faut que toi tu sois leur racine, enfin tu vois, que tu les rassures, donc voilà. Ok. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu le Molière de la Révélation, mais en fait même les 5, parce que vous avez eu 5 Molières pour André le Magnifique. Qu'est-ce qui se passe Le Molière de la Révélation, j'étais très 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 heureuse. Ouais. Après des semaines de qu'est-ce que je vais mettre, trouver la robe, c'est un truc de fou. Ouais. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être moins la pression, je sais pas. Non, c'est pareil. Je saurais pas te dire. Il y a tout un truc comme ça, tu vois, où il faut... Et d'ailleurs, c'est une petite anecdote que je peux partager avec vous, n'est-ce pas? Donc, c'est l'époque où j'étais en thérapie. Ouais. Et voilà, et puis j'avais fait un rêve J'étais en robe de mariée, et puis... Non, il y avait une mariée, puis je l'ai tuée à coups de couteau, tout ça. Donc, j'en parle à ma psy. Ouais. Et elle me dit, qu'est-ce que c'est qu'une robe de mariée? Et c'est une robe d'apparat. Et moi, je cherchais ma robe. Ah, wow. Et je tuais la fille qui avait la robe d'apparat. Et en fait, j'avais 2 nominations, aussi pour le meilleur second rôle. Ok. Et quand c'est passé au second rôle, et d'ailleurs ma belle-sœur m'a dit, j'ai vu que tu dis ça, je dis, pourvu que ce soit pas moi, parce que c'était trop. À chaque fois, c'était André le Magnifique, on est pour le meilleur auteur, meilleure pièce comique, meilleure, comédienne, Michel l'a eu après, parce qu'il y a eu un petit bisbille, Michel Villermoz. Mais en fait, j'avais trop d'attention sur moi, et je pense que dans le métier tel que je l'ai abordé, je pense que j'ai jamais été assez loin dans ce que j'aurais pu faire, parce qu'il y avait une toute petite voix au fond de moi qui me disait, mais qui m'empêchait d'être trop sur le devant, le devant de la scène. C'est un peu bizarre, mais... Non, mais c'est rigolo, parce qu'en plus, tu vois, on a commencé avec toi qui raconte que quand t'avais 8 ans, tu faisais déjà des spectacles dans la cour. Et en même temps, t'as quand même toujours eu une petite voix dans ta tête qui te disait non. Comme si je me voyais pas. J'ai un souvenir, par exemple, après Versailles Rive Gauche, donc qui était le premier court-métrage. Je crois que c'est Laurent Terzieff qui m'avait appelé. Il m'avait dit, oui, bonjour, c'est Laurent Terzieff, vous êtes génial, rappelez-moi. Il a raccroché. Moi, je dis, putain, faut que je le rappelle. J'ai appelé une fois, il est pas là, ok. J'ai rappelé 2 fois, il est pas là. J'ai dit, bon, voilà, j'ai appelé 2 fois, ça va. Hein. J'ai fait ma part du contrat. Voilà. Ah, waouh. Et tu l'as jamais rappelé? Non. Et quand je jouais la Savetière prodigieuse au Théâtre de la Ville et tout ça, on avait 20 invitations à la pré-générale, parce qu'après, on n'avait plus de place. J'ai donné ça à une copine du conservatoire. Je dis, t'invites tous ceux qui veulent venir. Voilà. J'ai pas pensé du tout à faire venir. Non. Et c'est comme si je m'étais pas vraiment vue à cette place-là. Ouais. Par rapport à d'autres comédiennes. Et je pense que les jeunes actrices, maintenant, elles sont un peu plus pushy, entre guillemets. Je pense que ça dépend des tempéraments. Ça dépend des tempéraments, mais moi, vraiment, des fois, je savais pas comment m'habiller. Je savais pas si je m'habillais bien ou mal. Je me coupais la frange trop court. Et en fait, j'ai traversé ça avec une certaine joie et une forme de grâce, comme ça, où les choses arrivaient vers moi et c'était super, mais je pense que j'ai jamais vraiment... Je pense qu'il faut avoir le schéma mental dans sa tête. Il faut le vouloir. Ouais. Vraiment. Okay. Et c'est quelque chose, ça... C'est une timidité, peut-être. Oui.
Pardon, excuse-moi. Non, t'inquiète. C'est quelque chose que tu regrettes aujourd'hui? Genre, tu regardes ça et tu te dis, ah, j'aurais aimé avoir un différent mindset, ou de toute façon, ta carrière, elle te va très bien, t'es très heureuse comme ça et y a pas de... Je veux pas avoir de regrets, mais je pense que... en fait... Après, je suis partie aux États-Unis aussi. Oui. Je suis partie alors que j'avais effectivement... Oui, au moment en plus où tu étais au up de ta carrière. Au up, en tout cas, c'était après André, c'était tout ça. J'avais 3 rôles. On a fait le film de la pièce. Ouais. On a fait un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. J'avais un rôle principal, Lise et André, de Denis Dercourt, et j'avais aussi un autre film avec Patrick Braoudé, jouer sa femme. Enfin, j'avais 3 rôles féminins principaux, et là, je dis, je pars aux États-Unis faire des bébés, et je regarde Ratatouille avec mes enfants, et je pleure un peu. C'est vrai que j'ai fait un choix drastique que je ne regrette pas. Ouais. Donc voilà, donc s'il y a une chose à ne pas regretter, c'est effectivement mes choix. Oui. Mais si j'avais peut-être été moins timide finalement, parce qu'en fait c'est une espèce de timidité de fond qui fait que tu vas pas rappeler un producteur parce que qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que... Oui. Voilà. C'est rigolo, on n'imagine pas cette timidité-là chez toi. Non. On pense pas du tout que ça pourrait faire partie de ça et quoi tu te bats un peu et tout. Et moi, je l'ai moins maintenant quand même. Hein. Oui. Maintenant, ça va, je veux dire. Ah, pour moi, t'es pas du tout timide. Timidité. Pour moi, si, je suis timide. Ouais. C'est dingue. Et justement, tu parlais de quand t'es partie aux États-Unis, etc. Est-ce que les gens du métier ont essayé de t'en empêcher ou pas? Type ton agent ou d'autres, ou même des proches qui t'auraient dit non, fais pas ça, tu fais une bêtise, ou pas du tout? C'est une bonne question. J'ai des gens qui ont pensé que j'allais revenir. Ouais. Ah oui, ça va lui passer. Ou longtemps après, des amis qui me disaient mais qu'est-ce que tu allais faire là-bas, quoi? Enfin, c'est violent, non? Enfin, un petit peu, ou voilà, qui me... Mais en général, non, quand même, j'ai été soutenue, et puis tous les gens m'accueillaient quand je venais à Paris, parce que du coup, j'avais plus mon appartement, et voilà, donc j'étais un petit peu... Quand je venais à Paris, j'avais plus du tout de... Oui, tu te retrouvais à devoir... Petit oiseau qui volait à droite à gauche, sans racines. Tu sens la différence entre être une femme ou un homme dans ce métier, toi? Ben oui. Voilà. Voilà. Oui, c'est les rôles aussi. C'est déjà les rôles. Il y a quand même beaucoup plus de rôles d'hommes. Alors maintenant, de moins en moins. Ça, c'est en train vraiment de changer quand même. Ouais. Parce que moi, à l'époque, il y avait la jeune nana, il y avait beaucoup plus de rôles d'hommes, il y avait moins... C'est encore, je trouve, en comédie. Ouais. Souvent, la femme est un petit peu, tu sais quoi, je vais divorcer parce que j'en ai marre. Démerde-toi. Et le mec, il est licencié et sa femme veut divorcer. Et du coup, pour lui prouver qui il est, alors là, ça va être drôle. Mais c'est un peu l'empêcheuse de tourner en rond, et c'est toujours la nana qui est un peu principe de réalité, principe de réel, comme ça. Oui, qui raccroche. Il y a beaucoup ça, quoi, même dans le dîner de cons. Le rôle de la femme, c'est genre, je te quitte, quoi. Et ça, moi, maintenant, je supporte plus de voir ça. Même dans le sens de la fête, la fois, je l'ai revu, j'étais étonnée. J'ai dit, mais bon, à part effectivement Hélène Vincent, qui joue la mère, et c'est très, très drôle, mais les femmes, elles sont pas hyper bien servies, alors que les hommes, il y a plein de rôles d'hommes. Les femmes sont en place de femmes, quoi. Voilà, mais c'est quand même, je trouve, en train de changer. Parfois, des fois, voilà, je vais pas dire à l'excès, mais c'est vrai que des fois, on me dit, mais c'est pas grave. Il peut y avoir aussi un commissaire homme et puis une femme, et puis, enfin, de temps en temps, c'est un peu... Ils mettent beaucoup de femmes dans les trucs policiers maintenant, enfin, mais qui sont un peu comme des hommes, quoi, tu vois. Oui. Bon. Oui, on les a pas écrites différemment, mais on a mis un... Voilà, voilà. J'essaie de réfléchir. Oui, mais je trouve que c'est plutôt les rôles. Tu vois, par exemple, au français, j'ai l'impression qu'il y a quand même, dans les pièces classiques, forcément, il y a moins de femmes. Il y a plus de rôles d'hommes, donc c'est toujours un peu frustrant, à part chez Lorca, ou voilà, des auteurs qui ont écrit, mais dans le répertoire, ouais. Toi, si tu avais pu, justement, on parle du français, si aujourd'hui tu avais la possibilité de mettre en scène là-bas, tu penses que tu prendrais le risque de mettre des femmes dans des rôles d'hommes? Bien sûr. Ouais. Ah oui, tout.
C'est pas un risque, je pense. De nos jours, maintenant, je pense que oui, en plus, aujourd'hui, c'est moins un risque. Ouais, au contraire, c'est chouette. Enfin, ça, vraiment... Mais je trouve que c'est en train de bouger, par contre, vraiment. Le chemin est en cours. Le chemin est encore long, mais le chemin est en cours. Et en tant que femme, dans ce métier toujours, est-ce que tu as senti la pression de l'âge? C'est un truc que tu as senti... En fait, tu sais, c'est comme quand tu as des followers qui te quittent, tu sais. Tu t'en rends pas compte, puis au moment, je me dis, mais putain, j'ai quand même moins de gens, là. Et tu vois, on te dit pas, franchement, on te dit... Là, tu commences à le coup un peu, tu vieillis. Hein. Non, mais d'un seul coup, tu dis, putain, j'ai moins de rôle. Et puis, tu vois un film et tu dis, est-ce que là-dedans, j'aurais eu un rôle? Tu dis, bah non. Et le rôle, en général, ou de la jeune grand-mère, ou de la maman de jeune adulte. Oui, du coup, il est donné au... Il faut que ce soit un nom, quand même. Ça a changé beaucoup, vraiment. Ouais. Je trouve qu'avant, il y avait un personnage... moi, j'avais fait d'ailleurs, un film qui s'appelait Les Truffes, avec Jean Reno. Jean Reno, c'était la star. Et on était tous autour, il n'y avait personne vraiment. Il y avait Christian Charmetan, il y avait Hervé Pierre, il y avait... Oui, c'était pas grave d'avoir qu'un seul nom, ça permettait autour d'avoir n'importe qui. On se comprend. Oui. Et de pas mettre toujours les mêmes personnes. C'était pas un problème. Tu passais un casting, tu étais choisi. Alors que maintenant, si tu as un film sur la famille, il faut que la grand-mère elle soit connue, il faut que les parents ils soient connus et que les jeunes adultes soient connus. Ouais. Ça, pour toi, on y perd à ce truc-là, à devoir mettre des stars de partout. Du coup, Mais bien sûr. En plus, on se rend compte qu'il y a eu plein de succès avec des gens totalement inconnus. Donc, on ne sait pas pourquoi. C'est une espèce de... Comme mettre énormément d'argent dans un scénario qui est pas bien au départ. Oui. On sait que c'est pas bien écrit, on sait que ça va pas. Et au final, le film fait pas vraiment beaucoup d'entrées, coûte très très cher. Enfin, et ça, c'est des absurdités du métier que je comprends pas, en fait. Mais c'est de plus en plus dur, je trouve. C'est de plus en plus comme ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Si tes enfants décidaient de devenir artistes, tu les soutiendrais ou pas? Oui. Ouais. Bah oui, quand même, je vais pas leur dire... Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui, du coup, seraient en mode non, surtout pas, ne fais pas ça. Non, parce que de toute façon, ma fille, déjà, elle écrit, par exemple. Je crois qu'il faut aller vers qui on est. Et puis, en plus, si on n'essaye pas, j'ai une frustration. Je vois mon papa qui partait avec sa guitare, qui chantait le flamenco et Brassens et tout ça. Enfin, il y a un bébé qui est arrivé très vite, donc il a arrêté. Toute sa vie, il a chanté alors avec ses élèves, il chantait dans une chorale, il a fait un disque à 80 ans. Waouh. Et il faisait la foire de Gignac avec tous les gens qui bouffaient. Mon père était là, commandante Che Guevara, et les gens étaient là. Bon, j'exagère, mais il avait une belle voix, il a été reconnu, tout ça, mais c'est un truc qui n'a jamais été assouvi de toute sa vie. Oui. Et je pense que c'est important pour tous les enfants, les jeunes adultes, tous les jeunes d'essayer. S'il y a un désir impérieux, il y a un amour de quelque chose, il faut l'essayer, sinon... sinon, ça va rester là quoi qu'il arrive et on va être frustré. Oui, donc franchement, je ne vais pas dire à mes enfants de ne pas être... surtout pas. Oui. Et... Puis j'en serais fière même. Parce que l'art, c'est bien. Oui. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure déjà de la légitimité, mais est-ce que toi, tu as eu du mal à trouver ta légitimité? Est-ce qu'une fois que cette femme, elle t'a dit, tiens, t'as le profil de conservatoire, elle t'a ouvert toutes les portes? Ou après, c'est quelque chose qui a continué à faire un peu des va-et-vient? Ouais, je crois que ça met du temps, quoi. On met du temps. C'est Jouvet qui disait, on ne naît pas acteur, on le devient. Oui. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose... au fur et à mesure, tu te dis, putain, j'ai quand même fait ça. Donc, je devrais arriver à faire ça, ou tu vois. Mais moi, j'ai toujours une fragilité. Par exemple, travailler dans le conflit, c'est un truc qui ne me va pas du tout. Il y a des gens que ça gêne pas. Oui. Non, mais moi, je déteste ça. Donc, j'ai tendance à être un peu la comédienne sympa qui arrondit un peu les angles. Ouais. Parce que maintenant, beaucoup moins quand même. Enfin, je veux dire, maintenant, je ne m'embête plus. Mais j'ai perdu beaucoup d'énergie. À vouloir... à ne pas à essayer d'arranger comme ça entre les gens. Mais j'aime pas créer du tout avec des metteurs en scène oui, qui sont caractériels ou qui vont... Je déteste ça, en fait. T'en as connu beaucoup?
J'ai l'impression qu'il y a une époque où il y en a eu beaucoup, qu'il y en a moins aujourd'hui, que ça existe encore, mais c'est quelque chose qu'on accepte beaucoup moins de manière générale aujourd'hui. À l'époque, c'était oui, peut-être, ouais. Oui, puis il y avait une espèce d'image un petit peu du metteur en scène, comme Doyon, tout ça, des gens très comme ça. J'ai eu la chance, en tout cas, de pas trop tomber sur des gens caractériels ou difficiles. Et quand ça m'arrive, ou des partenaires, par exemple, un peu compliqué. Ce qui existe. Je dirais pas de non, mais c'est vrai qu'il y a des gens où tu te dis, ouh là 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 là, comment je vais gérer ce truc-là. Ouais. Et dans ces cas-là, je me mets complètement. Okay. Oui, tu te mets dans ta bulle. Je m'isole, je m'arrange pour pas. Parce qu'on est quand même toujours fragile. Hein. On est sur un fil en tant qu'acteur, surtout sur un plateau. Je trouve c'est vraiment un endroit de. Ah ouais, puis si t'as pas quelqu'un de bienveillant, quand t'as une grosse scène ou quand t'as un acteur un peu connu qui te dit t'avais le trac hier, hein, t'avais le trac. Ah, c'est horrible. Ouais. Ah, c'est horrible. Non, mais c'est bien, mais t'es génial, hein, t'avais le trac. C'est moche. Je donnerais pas de nom. Non, mais c'est fourbe comme manière de. Je fais une petite imitation très légère. Non, je rigole. Aujourd'hui, tu travailles toujours. On l'a déjà un petit peu dit, mais tu travailles. Est-ce que tu travailles autant que ce que tu aimerais aujourd'hui ? Non. Non, mais en plus, je pense, en même temps, la vie est bien faite aussi. C'est comme un homme qui a un petit bidon, c'est pas grave. Alors qu'à l'époque, mais jamais quoi. Oui. Voilà. C'est-à-dire que en vieillissant, là, par exemple, j'avais un casting l'autre fois, j'en ai pas eu beaucoup récemment, et j'ai dit non, j'ai pas envie de faire ça. Ok. En fait. Voilà. Trop bien. Oui. C'est-à-dire que j'ai plus envie. C'était un truc à jouer qui était très fort, et pour le jouer, il fallait un certain personnage que j'ai plus envie de faire. Ok. C'est très génial, marqué du Sud et tout. Ouais. Et en fait, et ça ne m'a posé aucun problème. Alors qu'il y a une époque où je n'aurais pas osé refuser en n'ayant pas de travail. Voilà. Ah, t'es hyper libre, là, en fait. Du coup, ça, c'est une énorme forme de liberté. Je sais pas si je suis hyper libre, mais en tout cas, maintenant, ça me dérange pas, en fait. Et même de pas... En ce moment, j'ai pas de projet. Ouais. Je peux le dire. C'est pas un problème. Ouais, ça te fait pas peur. Financièrement, j'aimerais bien pouvoir donner un peu de beurre et de pâte à mes enfants. Hein, bon. Nourrir mon chien. Un petit peu. Là, le chien, il ne mange plus rien. Hein. La pauvre, elle le dépérit. Non, mais voilà, c'est vrai que... Mais j'ai plus envie de faire des trucs... T'as quel rapport, toi, aux réseaux sociaux ? Très mauvais. Très mauvais. C'est-à-dire ? Non, très mauvais. Oui. Je reste sur les réseaux sociaux quand même parce que j'ai des nouvelles un peu des gens, parce que on peut se dire tiens. Non, en fait, quand j'ai un truc chouette qui m'arrive, je me dis mais quel est l'intérêt de poster ça ? Je suis à la Guadeloupe en train de tourner, je vais tourner là, je suis à tel festival. Pour les gens qui travaillent pas, ils vont se dire putain. Enfin, tu vois, tu te dis, c'est quoi le but ? C'est de dire... Alors oui, c'est de se dire, il y a des gens du métier qui vont t'engager parce qu'ils voient que tu es active dans le métier, mais c'est un drôle de truc. Oui. Et quand tu travailles pas, tu postes ta petite salade burrata, tomate verte. Enfin, et en plus, je ne sais pas comment poster. C'est-à-dire que je vais mettre des étoiles demain soir. Oui. Voilà. Oui, donc c'est pas... Voilà. Non, j'ai pas un très bon rapport et puis... Mais j'aimerais bien parce que c'est quand même un vecteur. Par exemple, il y a longtemps, j'avais fait ces petits personnages quand je suis arrivée aux États-Unis, de la française aux États-Unis. Je me filmais, tout ça. Maintenant, je pense que... Ça marcherait vachement bien voilà, aujourd'hui. maintenant, je le ferais. Dire que... Je dis ça, puis j'aimerais bien finalement prendre des petits cours pour arriver à bidouiller des trucs, de savoir comment on monte, comment ça peut être bien. Ça existe, ça, hein ? Voilà, oui. Tu sais qu'en plus, t'as des droits AFDAS, toi ? Non, parce que je suis... Non, parce que t'as pas besoin d'être intermittente. Si t'as fait des cachets, oui, mais il faut un nombre de cachets par La situation est compliquée, parce que je suis double nationalité, donc c'est compliqué. Oui. Mais on regardera, parce que je pense que tu peux peut-être... Je pense que tu peux. Ça peut et qu'il y a peut-être moyen que tu peux te faire un petit stage, un petit truc. Je suis un peu flemmarde aussi, hein, c'est ça le problème. Ah oui, ça c'est autre chose. Ouais. Et d'accord. Parce que tu n'es pas toi. Mais non, mais voilà, en fait ça me plairait bien et je me dis la petite pièce que j'ai écrite c'est sur le couple avec plein de situations de couple.
je me dis ça peut être, il y a quelque chose qu'on peut faire aussi par ce biais-là, quelque part. Oui, ça pourrait devenir... Donc, c'est quand même chouette. Ouais. J'admire les gens, les comédiens qui arrivent à faire des trucs drôles et chouettes et tout ça. Et t'as vu l'arrivée En fait, t'as vu ce truc, les réseaux sociaux qui sont arrivés, qui ont changé ce métier. Est-ce que ça a complètement changé notre rapport à ce métier ou pas? Ben, je trouve, c'est pas notre rapport à nous, mais en tout cas, par exemple, à Paris, les directeurs de salles, ils veulent remplir une salle, ils vont prendre des gens qui ont plein d'abonnés sur Instagram. Voilà, ou le premier rang, les gens savent qu'ils vont être filmés, etc. Moi, j'ai vraiment assisté en direct, justement, en lisant cette fameuse pièce avec un directeur qui a 3 salles, un directeur de salle. Il y avait un petit jeune qui parlait de quelqu'un et il disait « Ah, mais comment il s'appelle? Ça m'intéresse et tout. » Et en même temps, je les comprends. Ce qu'ils veulent, c'est remplir une salle, quoi. Mais c'est un peu le danger parce que il y a les gens lisent moins les pièces, les gens, les directeurs de théâtre. On cherche moins la qualité, on cherche d'être sûr que ça va remplir plus que d'être sûr d'avoir un projet. Je trouve, c'est plus difficile en tout cas dans le théâtre privé, par exemple, à l'époque de André le Magnifique. Moi, quand je suis revenue un petit peu 20 ans plus tard en me disant allez hop, je m'y remets. Avec un nouveau projet, et je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Les codes ont un peu changé, en tout cas. Et donc, justement, même toi qui as quand même une très belle carrière, tu te rends compte qu'aujourd'hui, parce que t'es pas hyper présente sur les réseaux, etc., t'as des portes qui sont pas ouvertes. Ça, je sais pas vraiment si ça changerait quoi que ce soit. Si j'étais plus présente sur les réseaux. À mon âge, je suis pas en train de dire que je suis âgée ou vieille ou ranger des vélos ou ce qu'on veut. Non, je pense pas que ça change grand-chose. Il y a pas mal d'actrices de mon âge qui travaillent beaucoup et qui sont pas sur les réseaux. Donc, je pense pas que ça changerait quoi que ce soit. D'accord. Puis je ferai jamais l'effort, tout ce qu'il faut faire pour arriver à un nombre tel de followers qu'on va te dire, ah bah tiens, elle, on va la choisir parce que j'y arriverai jamais, moi, c'est même pas la peine. Hein. Je suis trop flemmarde, en fait. Ok, c'est drôle. J'ai encore un truc, je te vois pas flemmarde non plus, c'est rigolo. Flemmarde dans le sens que quand tu dois faire des trucs, t'as un projet, tu l'aboutis. C'est-à-dire que je l'ai dans ma tête, mais j'ai du mal à agir. Et c'est pour ça que ça a toujours été plus facile pour moi d'être prise dans quelque chose. Et André le Magnifique, Michel Villermoz, c'était Oui, il y avait quelqu'un qui portait le projet voilà. Et vous avez... Lui, il a dit, on va le jouer à Paris, on va faire ça. Voilà. Et alors, nous, on a bossé. Moi, je travaillais, je m'y donnais à fond. Mais ce truc de la détermination et de je vais y aller, et j'ai un peu de mal, en fait, à être dans l'action dans ce sens-là. Ok. Mais le résultat est tellement jouissif que je me dis, il faut que je le... Voilà. Oui, toi, tu fais partie de ceux qui se donnent à fond, parce que toi, t'es une énorme bosseuse, pour le coup, ça là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais c'est une fois que t'es prise dans t'as besoin d'avoir le moteur devant toi, et hop là. Mais après, l'écriture, ce que j'ai écrit pendant le Covid, j'étais obsédée. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis le truc en route. Voilà, j'ai mis le truc dans le wagon, j'allais dire. Enfin, tu vois. Mais une fois que j'ai commencé quelque chose, voilà. Mais après, qu'est-ce que je vais en faire? Il y a 1 an qui passe parce que j'attends une réponse de quelqu'un, puis encore 1 an qui passe. Voilà, alors qu'il y a d'autres actrices ou d'autres auteurs qui lâchent pas le truc, quoi. Est-ce que pour toi, l'art, c'est politique? Ah! La fameuse question. On y arrive. Oui. Alors, c'est tellement une question énorme, donc je me suis perdue dans plein de réflexions, mais tellement de réflexions. Mais je pense que de toute façon, l'art, c'est quand même une résistance. C'est résister aux idées reçues, à la médiocrité, à tout ça, quoi. Donc, et en fait, on se rend compte, c'est forcément politique parce que dès que la liberté d'expression est brimée, enfin, est censurée, c'est politique cet acte-là. Ce qui est arrivé à Michalik, la pièce Passeport, à Cannes. Ce qui se passe dans le milieu de l'édition, ce qui s'est passé Canal+, avec Bolloré comme ça qui est partout. Tu dis, mais donc nous, notre façon de réagir, elle est politique, notre façon de... En tout cas, il y a quand même une censure qui arrive. Mais qui est énorme. Tu sais que là, il y a encore un autre... Moi, j'avais participé il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, à un festival qui s'appelle le Festival de films de Carpentras, où en gros, tu es à Carpentras et tu as 1 semaine pour faire un film.
Et donc la ville, il y a des moyens qui étaient donnés, il y avait des subventions pour ce festival, on était logés, on avait des salles de montage, etc. C'est une mairie RN maintenant qui est en place. Ça a été, c'est fini. Voilà. Ils ont plus l'argent. Après, on peut dire l'art n'est pas politique dans la mesure où on est libre de faire ce qu'on veut. Or, c'est pas vrai. Et que c'est la première chose qui va être censurée. Enfin, c'est une des premières. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux ? Parce que c'est un lieu. D'ailleurs, je me rappelle dans La Savetière prodigieuse, ça m'est revenu dans le métro tout à l'heure. C'est Olivier Képerdier qui faisait ça. Il était montreur de marionnettes et il avait un carton on avait mis une lumière dedans. Et il nous montrait ça, donc nos visages s'éclairaient. Il dit, je montre la vie du dedans, comme ça. Oh. Et l'art, ça montre la vie du dedans. Ça montre, J'ai aussi l'image d'un vecteur comme ça. C'est comme tu as certaines associations de médicaments. Pour ingérer une vitamine, le curcuma, il faut du poivre. Oui. Bon. Et je me dis, quand tu vois des jeunes, le travail de Tigrane aussi, ou de metteurs en scène qui font des choses avec des jeunes, et qui c'est pas forcément toujours ma façon de monter Molière, mais il y a quelque chose qui fait que ça ouvre des perspectives, ça fait entendre des choses qui n'iraient pas chercher dans un livre, ou voilà. C'est une communauté de rire ensemble. Moi, j'ai un sentiment très fort d'être utile à la société. Dans André, il y avait une scène en particulier où les gens riaient beaucoup. Et à un moment, je regardais un monsieur qui qui enlevait ses lunettes pour s'essuyer les yeux, un vieux monsieur. Et je me disais, mais c'est extraordinaire, voilà. Mais on fait passer des idées, on maintient le niveau, on sait tenir à bout de bras. Alors là, je parle plus du théâtre, du spectacle vivant. Mais il y a l'écriture, il y a la peinture, il y a tout ça. Enfin, c'est... Donc, on est quand même en danger tout le temps, en fait. Donc, forcément... Et puis après, c'est politique aussi. Il faut un certain courage, je trouve, qu'on n'a pas toujours. Oui. Surtout avec les réseaux sociaux, c'est difficile maintenant d'exprimer des choses. Mais il faut un courage de jouer certains personnages ou d'en refuser aussi. De dire, je ne vais pas faire ce film-là. Oui, je ne veux pas parce que, ça. Voilà. Mais voilà. En gros, qu'est-ce que la politique ? C'est voilà, pour moi, faire du théâtre, c'est politique, ouais. Enfin, du théâtre ou du cinéma. Est-ce que c'est particulièrement important aujourd'hui aussi ? Parce que j'ai l'impression... D'un côté, j'ai l'impression qu'on a plus de voix qu'avant. Parce que les réseaux font que si on veut, on peut dire ce qu'on veut, etc. Ouais. D'un autre côté, j'ai l'impression aussi qu'on nous fait vite comprendre qu'il faut faire attention à ce que tu dis sur les réseaux, à ce que tu soutiens, etc. Parce que sinon, attention, on va plus t'employer. Et c'est bizarre parce qu'on a d'un côté plus de voix, d'un autre moins. Mais justement, je pensais à Judith Godrèche l'autre fois, je me disais, mais est-ce qu'on l'a pas vue dans un film ? Alors après, peut-être qu'elle veut pas tourner. Enfin voilà, je sais pas du tout, je ne la connais pas, donc je sais pas quel est son rapport à être juste comédienne, hein. Puis elle réalise des choses et tout ça maintenant. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle fait partie des gens qui ont la force, mais voilà, le courage de parler. Il y a quand même c'est toujours compliqué de l'ouvrir ou de dire des choses. Enfin, on est toujours un peu... On devient une icône de résistance, mais ça... En fait, on devient... J'ai ce sentiment en tout cas. Tu deviens très aimé et une icône dans un milieu bien particulier. Pour ces gens-là, pour les gens à qui tu fais du bien, tu es très important. Mais pour ceux qui ont l'argent, tu deviens un peu une menace, quoi. Oui, ou les gens du métier en général, mais c'est vrai qu'il y a encore des trucs qui se passent, tu dis, mais c'est pas vrai, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est dingue, c'est que tu penses que tout ça est... Voilà. Est résolu, en tout cas est en voie d'eux, et puis en fait, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, quoi. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes, quand je dis jeunes, c'est dans le sens quelqu'un qui se lance aujourd'hui dans le théâtre, dans le cinéma ou autre. Est-ce que si tu avais un conseil à donner, ce serait quoi ? Bon, déjà, c'est de se faire confiance, de suivre son instinct. Déjà, ça c'est le plus important. Dans la vie en général, on va dire, mais de faire. C'est-à-dire, justement, ce dont on parlait, de faire des choses, des petits trucs, des petites, comment on appelle, formules, mais des programmes, des petits, voilà, de rencontrer, d'aller vers les autres, de pas forcément
chercher l'agent, la casting, qui va faire que tout va basculer. Non, je pense que si je vois ma carrière, moi, les choses vraiment, les milestones, les choses importantes, ça a été des choses finalement que nous on a créées ou des rencontres qui ont été au départ entre copains, quoi. La troupe, c'est vrai, qu'on a constitué au fur et à mesure des années, au fil des années avec Bruno Podalides et Denis et Michel et Jean-Noël Broutet, tout ça, c'est des gens, Philippe Huchon, on a vieilli ensemble, mais au départ, on était jeunes et cons. Mais voilà, donc je pense que c'est vraiment de ne pas... de faire, quoi, et au maximum. Mais c'est vrai que c'est difficile, hein. Je trouve que c'est quand même un petit peu plus difficile. Tenter les écoles, bien évidemment. Rencontrer, en fait. Aller vers les autres et rencontrer le plus de gens possible. Pas forcément dans les soirées mondaines. Non, mais c'est vrai. Oui. Attends, est-ce que c'est ma nièce qui m'a raconté ça? Oui. Elle a fait un date sur Hinge. Hinge, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et le gars, il lui a dit qu'il était comédien. J'espère qu'il n'écoutera pas ce podcast. Et il lui a dit, ouais, mais j'ai arrêté. Mais tu vois, hein, j'ai été invitée à une soirée chez Sophie Marceau et tout. J'y ai pas été. Et ben peut-être que ça, tu vois, ça aurait changé ma vie, quoi. Tout ça. Donc, je pense qu'il faut pas penser comme ça. Oui. Mon conseil, c'est ça. N'essayez pas, pensez pas qu'une soirée chez Sophie Marceau va changer votre vie. Carrière. Bon. C'est très drôle, cette histoire. C'est pour ça que je suis pas devenue acteur. Oui, entre autres. Ouais. Et ta connerie, non? Pardon. Mais si ça te rassure. Très bien. T'as un petit mot de la fin ou pas? Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Voilà. Merci. Merci d'être venu, ça me fait trop plaisir. Moi aussi. Et merci à tous de nous écouter. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, des likes, tous ces trucs-là, à vous abonner à la chaîne et sur les réseaux, etc. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça pour tenir. Merci aussi à Manon Vercade qui s'occupe de la DA du podcast avec moi et qui m'a aidé à le créer. Merci à Hugo de Saint-Gilles qui fait le mix. Merci à Dasha Yoshuk qui aujourd'hui nous aide et qui fait des images au caméscope. Et merci à Podmax qui nous accueille. Et merci à tous les gens qui sont autour de moi et qui me soutiennent. Merci. Bisous.